Je m'appelle Doudou Diène, je suis de nationalité sénégalaise et j'ai travaillé une vingtaine d'années ou plus à l'UNESCO comme directeur du département du dialogue interculturel, interreligieux aussi. Et après ma retraite, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU m'a nommé rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée. J'ai donc rempli ce mandat pendant 6 ans. Et depuis maintenant 2 ans, j'ai été nommé à un autre mandat pour m'occuper des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. D'abord, moi je viens d'une culture, la culture sénégalaise, où la transmission des valeurs et des savoirs est absolument fondamentale. Donc l'enseignement traditionnel comme moderne occupe une place très importante dans ma société. Et on a un adage d'ailleurs qu'on nous enseigne dès notre enfance qui symbolise notre éthique. C'est que, je le traduis en français, hein, l'homme est le médicament de l'homme. C'est-à-dire que c'est à travers l'autre qu'on arrive à résoudre ses propres problèmes, pas seul. Donc cette dimension d'altérité de relation. Et ensuite, cette culture de base a été confortée par mon travail à l'UNESCO, où j'ai pris conscience d'une manière beaucoup plus universelle de la centralité de l'éducation dans tous les domaines. Et surtout, là aussi, je dois le dire, où j'ai conforté plutôt m'a sensibilisé aux droits de l'homme. J'ai déconforté parce que je rappelle que les droits de l'homme sont une valeur universelle, même si la déclaration des droits de l'homme a été rédigée à un moment donné historiquement. Je rappelle que le premier texte oral connu, qui a été rédigé après, mais structuré des droits de l'homme, est la Charte du Mandé, qui a été élaborée en 1222, donc au XIIIe siècle, par les chasseurs de l'Empire du Mali. Et c'est un texte court, extrêmement profond, mais tout ce qui est dans les droits de l'homme moderne se trouve dans cette Charte du Mandé: non-discrimination, respect de l'autre, amour, compassion. Et donc je viens d'une zone géographique où les droits de l'homme sont profondément ancrés. On a souvent réduit les droits de l'homme à des normes juridiques. Les normes juridiques sont extrêmement importantes. Mais les normes juridiques sont le point d'aboutissement, la formulation de valeurs, d'éthique qui ne relèvent pas au départ du droit, mais relèvent de vision du monde, d'un humanisme que les sociétés possèdent. L'enseignement et l'éducation des droits de l'homme est peut-être la dimension la plus importante au-delà des normes. Parce qu'on peut enseigner les normes des droits de l'homme, les règles de droit, mais tant que ces règles de droit ne sont pas inscrites dans l'imaginaire et dans la sensibilité profonde des gens, ces normes juridiques n'auront pas de sens. Et donc, c'est en ça que l'éducation est extrêmement importante. Ce qu'on appelle les droits de l'homme modernes, qui ne sont à mon avis qu'une continuation des droits de l'homme de toutes les sociétés, ces droits de l'homme modernes-là, nous les avons rencontrés dans une circonstance très particulière. Dans le sens où quand on nous a colonisés, on nous a dit qu'on voulait nous civiliser. On déniait notre civilisation et notre humanité. Et on nous a dit, voilà, on vous apporte la civilisation, les droits, les valeurs. Mais la manière dont le colon s'est comporté nous a tout de suite montré que le colon ne respectait pas les droits qu'il proclamait, que son entreprise était purement de domination. Et donc, c'est à partir de là que nous nous sommes dit, nous allons essayer de voir, mais de quel droit ces gens-là parlent et qu'ils veulent nous apporter. C'est là qu'on a été en contact et qu'on a pu apprendre
l'existence de la Déclaration des droits de l'homme. Alors notre premier réflexe a été de dire oui, mais la déclaration a été faite, nous n'étions pas là. Elle a été faite par les Occidentaux, les colons qui nous dominent actuellement et qui nous dominaient d'une manière extrêmement violente et discriminatoire. On s'est dit, mais comment ces gens-là, venant de culture ou de civilisation, où il y a ces textes rédigés, qu'ils ont rédigés sans nous, où on parle de respect, d'amour, de compassion, d'égalité, de non-discrimination, traitent-elles d'autres peuples de cette manière discriminatoire et violente? Et c'est là que, donc, s'est déclenché un deuxième mot, un deuxième réflexe qui est très important. Nous nous sommes dit, bon, il est vrai que nous n'étions pas là quand cette déclaration a été rédigée, mais nous voyons dans cette déclaration la valeur d'amour, de respect de l'autre, de non-discrimination. Et donc, on s'est emparé des droits de l'homme, de la déclaration, comme un outil, en disant, mais cet outil-là, il y a dedans des valeurs universelles qui sont contradictoires avec la domination dont nous sommes l'objet. Donc, on a utilisé un instrument qui n'était pas nôtre. Et c'est un point, pour nous, extrêmement important. Que pour nous, l'universalité que l'Occident nous avait proclamé apporter pour nous civiliser, et qui n'était pas appliquée parce qu'on nous ignorait, on ne nous considérait pas comme partie de cette universalité, de cette humanité universelle, nous allions lui donner un contenu qui tienne compte de ce que nous sommes et un contenu beaucoup plus réel. C'est-à-dire que nous avons posé le point que l'universalité n'est pas un dogme, n'appartient pas à un peuple, mais que c'est une construction et une rencontre. Et c'est en cela que pour nous, les valeurs universelles sont pas seulement celles qui sont inscrites dans la Déclaration des droits de l'homme, mais celles qui ont été traduites dans des pactes internationaux précis contre les discriminations religieuses, raciales, pour les femmes, contre la torture, etc. Et donc, nous sommes dans cette phase de donner une réalité universelle et plurielle aux droits de l'homme. Et c'est dans ce contexte-là que c'est nous qui avons poussé, d'ailleurs, quand nous avons eu l'indépendance et que nous sommes venus à l'UNESCO et aux Nations Unies, pour cet acte fondamental d'enseigner les droits de l'homme. Et en disant que enseigner les droits de l'homme comporte deux dimensions. Certes, enseigner les règles de droit qui ont été élaborées ensemble par les pays, tous les pays ensemble, de non-discrimination, liberté de religion, etc. Mais nous allons aussi, et c'est là que nous avons poussé, sont les pays du Sud qui ont été à l'initiative de ça, promouvoir l'éducation aux droits de l'homme. C'est-à-dire montrer que les expressions juridiques des droits, la dimension légale, n'a de sens et de substance que par rapport à des valeurs, une éthique, une humanité qu'il va falloir enseigner aux enfants. Donc enseigner la norme juridique, mais enseigner également la valeur. Mais ils le sont. Parce que vous prenez un petit enfant africain, un petit enfant chinois, un enfant japonais, mongol, quand il est né comme être humain, avec un père, une mère, une famille, une communauté, qui s'est construite dans la longue histoire, leur histoire, autour de valeurs humaines. C'est parce qu'ils ont cette humanité, qu'ils l'ont traduite dans leurs relations, ils ont construit leur communauté, et que ces valeurs sont enseignées à l'enfant, là-bas, dès sa naissance. L'éducation de base de chaque enfant du monde a été une éducation par laquelle on transmet des valeurs. Maintenant, ces valeurs ont pu changer dans l'histoire, instrumentaliser, utiliser, etc. Mais l'enfant, l'éducation traditionnelle que les enfants reçoivent, et moderne, contient cette dimension-là. Mais pour répondre à ta question, c'est au niveau de l'enfant que les valeurs des droits de l'homme doivent être enseignées avant d'être enseignées même les règles. Et Freud l'a traduit d'une manière extrêmement belle en disant que l'enfant est le père de l'homme. C'est quand l'enfant a été éduqué, l'homme qui est aimant ou l'homme qui a fait Auschwitz ou qui discrimine,
quand on remonte dans son enfance, on se rend compte que c'est la source de ces discriminations vient de là. Donc, l'enfant est le père de l'homme, et ce que Freud a dit d'une manière extrêmement lumineuse et belle, traduit ce rôle fondamental de l'enfance comme territoire initial où inscrire les droits de l'homme. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'Église de la scientologie, mais je la connais, comme je dois dire, je connais aussi les autres religions et traditions spirituelles. Et j'avais, avec l'UNESCO, créé donc un comité international de dialogue interreligieux. Et nous avons entamé un processus par lequel nous avons voulu faire deux choses. Un, amener les religions et traditions spirituelles. Je l'ajoute que ce mot tradition, nous avons voulu l'ajouter pour dire qu'il ne s'agit pas seulement des religions constituées ou reconnues, entre guillemets, mais des traditions spirituelles, en partant du l'idée que chaque peuple du monde, chaque communauté vivante a des traditions spirituelles parce qu'elle a un rapport à la nature, elle a un rapport à la transcendance, elle a un rapport à la vie et à la mort. Et donc, les traditions spirituelles existent partout. Donc, nous les avons intégrées dans notre démarche de promotion du dialogue interreligieux. À partir de là, nous avons dit, on va réunir les religions et traditions, qu'elles se parlent, mais nous allons les amener à formuler ensemble, à travers des textes, les valeurs universelles qui leur sont communes, au-delà des contextes politiques, de pouvoir, etc. Et donc ce programme-là m'a enrichi, et je l'ai promu, et j'ai organisé beaucoup de rencontres et de réunions par lesquelles l'UNESCO a amené toutes ces traditions à élaborer des textes par lesquels donc ces valeurs ont été inscrites, et avec l'idée que ces religions et traditions vont les appliquer. Et c'est dans ce contexte que je peux dire que le message fondamental de l'UNESCO, et je rappelle ici une donnée importante, l'UNESCO est la seule institution internationale du système des Nations Unies dont la constitution, ce qu'on appelle à l'UNESCO l'acte constitutif, comporte le mot esprit. C'est cette phrase extrêmement lumineuse des pères fondateurs de l'UNESCO, c'est-à-dire ceux des hommes et des femmes qui sont sortis des horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, où ils ont confronté l'innommable, c'est-à-dire l'Holocauste, c'est-à-dire l'extermination d'une communauté, simplement parce qu'elle est différente. L'extermination systématique par un pays qui se disait civilisé. Et dans cet acte constitutif, au cœur de cet acte se trouve cette phrase-là qui dit « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut construire les défenses de la paix. » Le mot « esprit » est dans l'acte constitutif de l'UNESCO, c'est la seule constitution où ça se trouve. Donc, j'ai travaillé dans cette institution où la valeur, la dimension spirituelle, l'esprit, est la base de tout le reste, de tout le mandat de l'UNESCO, éducation, sciences, culture, information. Et c'est en cela que le message fondamental de l'UNESCO, c'est qu'il va falloir utiliser l'éducation, l'enseignement, pour transmettre et communiquer les valeurs universelles de l'esprit et de la religion. Et donc c'est en cela que la démarche qui est celle de l'Église de la scientologie, de faire de l'acte éducatif une démarche absolument fondamentale et très importante dans le contexte actuel.